Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants. Des arbres qui ont survécu à des empires et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement et avec un bruit sourd, comme le cœur de la Terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique, façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de telles tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois, en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé, qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée. Le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours, on fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme
ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs. Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons, de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoias géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects de technique, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art. Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie, associé à une approche créative, qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Chaque année, une quantité d'eau de mer suffisante
pour remplir des millions de piscines olympiques s'évaporent dans le monde. Et tout cela pour un seul des produits les plus anciens et les plus précieux de l'histoire humaine, le sel. Dans la baie de San Francisco, de gigantesques marais salants occupent plus de 13 000 acres. C'est comme 10 000 terrains de football pavés. Ici, le soleil et le vent transforment 600 milliards de gallons d'eau en 1 million de tonnes de cristaux d'un blanc immaculé. Mais la principale intrigue, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret qui changera à jamais votre perception du sel ordinaire. Vous pensez peut-être que le sel n'est qu'une épice bon marché. Mais non! Le marché du sel gastronomique, où le sel de mer est le roi incontesté, représente aux États-Unis un business de plusieurs centaines de millions de dollars. Et il croît à une vitesse folle. Les gens sont prêts à payer plus cher pour ce morceau de soleil et de mer dans leur assiette. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Les marais salants de la baie de San Francisco sont parmi les plus grands du pays. Leur superficie totale dépasse les 13 000 acres. C'est comme pavé plus de 10 000 terrains de football américain. C'est une ville entière, construite de bassins peu profonds, qui scintillent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rose, selon la concentration en sel et les micro-organismes. Et cette usine gigantesque produit annuellement plus d'1 million de tonnes de sel. C'est le poids d'environ 250 000 pick-ups Ford F-150, chaque année. Imaginez une immense étendue de côte, quelque part dans un endroit chaud, ensoleillé et venteux, par exemple sur le littoral méditerranéen en France ou au Portugal. Ici, sur un terrain parfaitement plat, les hommes ont construit un véritable labyrinthe de bassins peu profonds et interconnectés, appelés des marais salants ou salines. Ça ressemble à de gigantesques rizières, sauf qu'au lieu du riz, c'est du sel qui va y pousser. Et voilà, à marée haute, on ouvre les vannes, et l'eau de mer, pure et pleine de vie, s'engouffre en un puissant courant dans le premier et le plus grand bassin. C'est notre jardin d'enfants pour les futurs cristaux. Les portes se referment, et pour l'eau commence un long et paresseux voyage. Pour obtenir une seule et unique livre de ce sel de mer croquant, le soleil et le vent doivent faire évaporer près de 3,5 gallons d'eau de mer. C'est-à-dire que pour 100 livres d'eau, on n'obtient qu'environ 3,5 livres de sel. Imaginez que vous deviez boire 28 000 bouteilles d'eau standard pour obtenir une petite salière de sel. Et maintenant, multipliez cela par des millions de tonnes. Pour produire ce même million de tonnes de sel dans la baie de San Francisco, plus de 600 milliards de gallons d'eau s'évaporent chaque année. C'est assez pour remplir près d'1 million de piscines olympiques. Maintenant, les deux principaux ouvriers de notre usine entrent en jeu. Le premier, c'est le soleil. Il commence à chauffer sans pitié la surface de cet immense bassin. Le second, c'est le vent. Il se promène au-dessus de la surface, chassant l'air humide et accélérant l'évaporation. Jour après jour, semaine après semaine, l'eau s'évapore lentement mais sûrement. Et la concentration en sel augmente. La solution devient de plus en plus salée. Quand elle atteint une certaine densité, on la pompe vers le bassin suivant, un peu plus petit et moins profond. Et le processus se répète. C'est comme préparer un sirop. On évapore lentement l'eau pour le rendre plus épais. Pendant que l'eau voyage à travers ce labyrinthe, différents minéraux en précipitent progressivement. D'abord, dans les premiers bassins, le gypse et d'autres impuretés indésirables se déposent au fond.
C'est un processus de purification naturelle. L'eau devient de plus en plus pure et de plus en plus salée. Et voilà, après plusieurs mois, cette solution super concentrée, appelée la saumure, arrive dans les bassins finaux, les plus petits, les cristallisoires. C'est la salle d'accouchement de notre usine à sel. Ici, la profondeur de l'eau n'est que de quelques centimètres et la concentration en sel est si élevée qu'il ne peut plus rester dissous. Et là, un véritable miracle se produit. Sous le soleil brûlant, de minuscules cristaux de sel, semblables à des flocons de neige, commencent à se former à la surface de l'eau. C'est le produit le plus délicat, le plus pur et le plus cher, ce qu'on appelle la fleur de sel. Des ouvriers, appelés des paludiers, à l'aide de râteaux en bois spéciaux, semblables à d'énormes pelles, récoltent très délicatement, à la main, cette fine couche fragile à la surface. C'est un travail d'orfèvre qui demande une patience incroyable. Ces fleurs n'ont pas le temps de couler et d'absorber d'autres minéraux, c'est pourquoi elles ont un goût incroyablement pur et délicat. Les cristaux de sel qui n'ont pas été récoltés à la surface grossissent lentement et tombent au fond du cristallisoire, formant une couche épaisse et dense. Quand presque toute l'eau s'est évaporée et qu'une couverture blanche et brillante de sel repose au fond, c'est l'heure de la grande récolte. Parfois, cela se fait à la main, avec des pelles et des brouettes. Les ouvriers rassemblent le sel en d'immenses montagnes, d'un blanc immaculé, qui brillent au soleil comme des sommets enneigés. Dans les productions plus modernes, on peut utiliser de petites moissonneuses spéciales qui coupent et ramassent délicatement la couche de sel. Mais ce n'est pas encore la fin. Le sel récolté est humide et il faut le sécher. On le laisse dans ces énormes tas, directement à l'air libre, pendant plusieurs mois, parfois même un an. Le soleil et le vent poursuivent leur travail, éliminant lentement les dernières traces d'humidité. La pluie, qui tombe périodiquement, lave le sel, enlevant les dernières impuretés, comme le chlorure de magnésium amer. C'est un processus de purification naturelle qui donne au sel son goût caractéristique et doux, tant apprécié des gourmets. Et ce n'est qu'après ce long parcours, quand le sel est devenu sec et friable, qu'il peut être envoyé pour une finition finale. On le tamise pour trier les cristaux par taille, des gros, grossiers pour les moulins, aux plus fins pour les salières ordinaires. Contrairement au sel de table courant, il n'est pas soumis à un traitement chimique agressif et on n'y ajoute pas d'anti-agglomérants. Il reste tel que la nature l'a créé, avec toute la richesse de ses oligo-éléments, comme le magnésium, le potassium et le calcium, qui lui confèrent ce goût de la mer, un peu plus complexe et profond. Alors, pourquoi les gens payent-ils plus cher pour ce produit séché au soleil? Le secret réside dans la chimie. Le sel de table ordinaire, extrait des mines, est du chlorure de sodium, presque pur à 100%. Il subit un traitement agressif où l'on en retire absolument tout le superflu. C'est comme un soldat parfaitement poli, mais un peu solitaire. Quant au sel de mer, après évaporation de l'eau, environ 80% de sa composition est ce même chlorure de sodium. Mais les 10 ou 15% restants, c'est un véritable cocktail de plus de 60 oligo-éléments venus de l'océan. Magnésium, potassium, calcium et bien d'autres. C'est cette queue minérale qui donne au sel de mer son goût plus complexe, plus doux et sa texture caractéristique. Ces chiffres sont donc la preuve que la plus ancienne technologie sur Terre, n'utilisant que le soleil et la mer, peut être non seulement belle, mais aussi incroyablement massive, transformant des milliards de gallons d'eau en millions de livres de saveurs pures. Chaque année,
Plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie, alimentant des filières de production entières. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines, où l'on en fait du papier, du carton, et bien sûr, nos vieilles connaissances. Les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux, ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie, dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume, et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin. Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, où la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt. La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume, des scanners 3D la numérisent.
L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe l'agrumes n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame, qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarri arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaillent des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune, le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur, les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fines lattes pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure. Chaque année,
Plus de 20 millions de tonnes de bambou sont récoltées dans le monde. Et ce n'est pas une simple plante, mais un véritable matériau de construction du futur. Imaginez, une seule pousse peut gagner 1 mètre en une seule journée. Et 1 hectare de bambouset produit 10 fois plus de biomasse qu'une pinède classique. Mais le plus fascinant commence lorsque ces tiges géantes arrivent à l'usine. Là, elles passent de simples herbes à des panneaux, aussi solides que l'acier, et en même temps écologiques. Et il y a un secret que vous ne découvrirez qu'à la fin de cette vidéo. Un fait qui changera à jamais votre regard sur le bambou. Tout ne commence pas dans un atelier, mais dans les océans verts infinis du sud de la Chine, où pousse le bambou géant Mozo. Imaginez, une jeune pousse peut grandir d'1 mètre en une seule journée. On peut littéralement la voir pousser. En quelques mois, elle atteint sa pleine hauteur de 30 mètres, et au bout de 4 ou 5 ans seulement, elle est prête pour la récolte. Quand les ouvriers arrivent dans la forêt, ils n'utilisent pas d'engins lourds. À l'aide de simples scies, ils coupent les tiges matures, en laissant le système de rhizome intact qui produit immédiatement de nouvelles pousses. C'est comme la tonte d'une pelouse géante, une ressource qui se régénère à l'infini. Les tiges creuses coupées sont débarrassées de leurs branches et transportées à l'usine, où les attend leur première grande transformation. D'abord, d'énormes scies découpent les longues tiges en sections de la longueur souhaitée. Ensuite, ces tubes creux arrivent sur une fendeuse spéciale. Imaginez un coupe-pomme géant. Il fend chaque section à une vitesse incroyable en des dizaines de longues et fines lanières. Mais ces lanières ont encore une forme arrondie, une peau extérieure verte et des nœuds internes. Elles sont donc envoyées à la machine suivante, qui leur offre une véritable manucure. Elle rabote tout le superflu, transformant chaque lanière en une latte parfaitement rectangulaire. Nous avons maintenant des milliers de ces lattes, mais elles sont encore brutes. Un spa industriel les attend. Elles sont plongées dans d'immenses cuves d'eau bouillante ou traitées à la vapeur chaude. Cette procédure élimine tout l'amidon et le sucre du bambou, le rendant totalement inappétissant pour les insectes et la moisissure. C'est à cette étape que le bambou peut obtenir sa couleur. Si on le traite brièvement, il restera clair, naturel. Mais si on le maintient plus longtemps dans la vapeur chaude, les sucres à l'intérieur se caramélisent et il prend une teinte profonde, chaude et mielleuse. Après ce bain chaud, les lattes parfaitement propres et désucrées sont envoyées dans un four de séchage. Là, à une température contrôlée, elles sèchent lentement jusqu'à atteindre un taux d'humidité de 8 ou 10%. C'est d'une importance capitale pour la stabilité du futur panneau. Nous avons maintenant une matière première idéale et il est temps d'assembler notre gâteau de bambou. Des ouvriers trient méticuleusement les lattes par qualité et couleur. Ensuite, elles avancent sur un convoyeur sous des rouleaux spéciaux qui les enduisent généreusement de colle. Et c'est là que se produit la magie qui déterminera l'aspect du futur panneau. Il existe 2 principales méthodes de disposition. La première, horizontale. Les lattes sont posées à plat, les unes à côté des autres, en une seule couche. Le résultat est un panneau où l'on voit bien les nœuds caractéristiques du bambou, créant un motif classique et reconnaissable. La seconde méthode, verticale. Les lattes sont tournées de 90 degrés et placées sur la tranche, pressées fermement les unes contre les autres. Le résultat est un panneau au motif plus fin, linéaire et élégant, où les nœuds du bambou sont presque invisibles. Le gâteau de lattes de bambou
formé et collant, est prêt pour l'épreuve finale. Il est envoyé sous une presse à chaud. C'est un véritable titan industriel. Avec une force de plusieurs centaines de tonnes et à une température de 150 degrés Celsius, il comprime cette masse. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, la colle se polymérise, liant à jamais des milliers de lattes individuelles, en un bloc monolithique, incroyablement dense et solide. De la presse sort un panneau énorme, chaud, mais déjà absolument rigide. Mais ce n'est pas encore un produit commercial. C'est un produit semi-fini. D'abord, on laisse cet énorme panneau reposer pendant plusieurs jours pour stabiliser les tensions internes. Ensuite, on l'envoie à la découpe. Des scies géantes le découpent en feuilles de dimension standard. Et enfin, c'est l'heure des procédures cosmétiques. Chaque feuille passe par une ponceuse multi-étapes. Une série de bandes abrasives, de la plus grossière à la plus fine, transforme sa surface rugueuse en une surface parfaitement lisse et soyeuse au toucher. L'étape finale est le contrôle qualité. Un inspecteur examine attentivement chaque feuille, vérifiant l'absence de défauts, la précision de la géométrie et la qualité du ponçage. Les feuilles de contreplaqué de bambou fini, parfaitement lisses, sont marquées, emballées et envoyées dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de l'herbe à la croissance la plus rapide de la planète, en passant par des bains de vapeur, des couteaux précis et l'étreinte ardente d'une presse, naît ce matériau étonnant, beau comme un bois exotique, solide comme l'acier et écologique comme la nature elle-même, prêt à devenir un élément stylé et fiable dans nos maisons. Nous savons déjà que le bambou pousse à une vitesse cosmique. D'un hectare de bambouset, on peut récolter annuellement de 10 à 30 tonnes de biomasse. À titre de comparaison, d'un hectare de pinède, on ne peut obtenir que de 2 à 5 tonnes de bois sur la même période. Cela signifie que pour produire la même quantité de matériaux, il faut 10 fois moins de terre. Les panneaux de bambou existent en différentes épaisseurs, de quelques millimètres à 50 mm pour des plans de travail massifs ou des poutres de construction. Et il y a une nuance intéressante. Un panneau peut être constitué de plusieurs couches. Pour atteindre une stabilité maximale, les fabricants font souvent des panneaux multicouches. Par exemple, un panneau à 3 couches peut avoir 2 couches extérieures, avec des lattes orientées verticalement, et une couche intérieure avec des lattes orientées horizontalement. Cette structure croisée, comme dans le contreplaqué, rend le panneau incroyablement résistant à la déformation et au gauchissement. Le bambou est le champion de l'absorption du dioxyde de carbone. Un hectare de bambouset peut absorber 62 tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui est 35% de plus qu'une surface équivalente de forêt ordinaire. Cela en fait un matériau non seulement neutre en carbone, mais carbone négatif. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, il absorbe plus de carbone qu'il n'en est émis lors de sa transformation et de son transport. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de verre sont produits dans le monde, assez pour recouvrir un pays entier. Mais peu de gens savent que le chemin vers une vitre parfaitement transparente commence avec du sable blanc, semblable à un désert en miniature. Imaginez une rivière de verre incandescent qui s'écoule à travers un four de la taille d'une maison et se déverse doucement sur une surface d'étain en fusion, créant un ruban parfaitement lisse. Ce n'est pas une simple technologie, c'est une véritable alchimie qui transforme une matière fragile en une armure transparente pour les gratte-ciel, les océanariums et même les automobiles. Regardez jusqu'à la fin.
je vous révélerai un secret que vous n'avez certainement jamais entendu. Tout commence dans un immense entrepôt de matières premières, qui ressemble à un désert en miniature. L'ingrédient principal, représentant environ 70% de notre futur produit, est du sable de quartz de la plus haute pureté. Il doit être parfaitement blanc, car la moindre impureté de fer donnerait au verre une teinte verdâtre indésirable. À côté de la montagne de sable se dressent des collines d'autres poudres blanches, du carbonate de soude, qui agit comme un fluidifiant, en abaissant la température de fusion, et du calcaire, qui confère au verre stabilité et solidité. Un chargeur géant à godet saisit des tonnes de chaque ingrédient et les déverse dans d'immenses trémies. De là, sur ordre de l'ordinateur, ils sont acheminés par un convoyeur jusqu'à un mélangeur. C'est un tambour géant en rotation, où tous les composants, y compris une quantité importante de calcin, verre recyclé, sont mélangés en une composition parfaitement homogène, appelée le mélange vitrifiable. Maintenant, ce mélange sec, semblable à une poudre, entame son voyage au cœur même de l'usine, le four de fusion. Une immense cuve, revêtue à l'intérieur de briques réfractaires, de la taille d'une petite maison. C'est un four qui ne dort jamais. Il fonctionne en continu, pendant des années, en maintenant à l'intérieur une température de 1600 degrés Celsius. Le mélange vitrifiable est enfourné par un flux continu à une extrémité de ce four. En entrant dans cet enfer, il commence instantanément à fondre, se transformant en une rivière de verre liquide, épaisse, visqueuse et d'un orange éblouissant. Cette rivière s'écoule lentement à travers toute la cuve, et pendant ce temps, toutes les bulles de gaz s'en échappent, et la masse elle-même devient parfaitement homogène. Et voilà que cette rivière de feu, luminescente, sort du four et arrive sur l'invention la plus géniale du monde du verre, le bain float. Un long tunnel hermétique, rempli non pas d'eau, mais d'étain en fusion. L'étain a une surface parfaitement plane, un miroir. Comme le verre est plus léger que l'étain et ne se mélange pas avec lui, il s'étale à sa surface, comme de l'huile sur de l'eau, formant un ruban parfaitement plat et impeccablement lisse. La gravité le rend parfaitement plat par le dessous, et la tension superficielle le rend parfaitement lisse par le dessus. L'épaisseur de ce ruban est régulée par la vitesse à laquelle il est tiré hors du bain, et par des rouleaux spéciaux. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de ce verre float sont produits dans le monde. C'est assez pour recouvrir toute l'île de Chypre. Après le bain float, le ruban de verre infini, encore très chaud mais déjà solide, entre dans un long tunnel appelé l'étendrie de recuisson. C'est une étape d'une importance capitale. Si le verre refroidissait trop vite, des contraintes internes colossales y apparaîtraient, et il serait fragile comme une décoration de Noël. Dans l'étendrie, qui s'étend sur des centaines de mètres, la température du verre est abaissée lentement et de manière très contrôlée, de 600 degrés à la température ambiante. Cela permet aux molécules de se détendre et élimine toutes les contraintes. De l'autre côté de l'étendrie sort un ruban de verre parfaitement transparent, plat et libre de toute contrainte, qu'un coupe-verre automatique à molette de diamant découpe en d'immenses tonnes-feuilles, appelées des plateaux jumbo. Leurs dimensions peuvent atteindre 6 mètres sur 3. Mais ce n'est que la matière première. Ce n'est qu'une seule couche de notre futur sandwich. Pour les gratte-ciel et les aquariums, le verre ordinaire est trop faible. Ces feuilles sont donc envoyées pour un entraînement supplémentaire. Pour rendre le verre 5 à 7 fois plus résistant, on le trempe. La feuille de verre entre dans un four où elle est chauffée à une température de 620 degrés
presque jusqu'à son point de ramollissement. Puis, elle est instantanément extraite et soufflée des deux côtés par de puissants jets d'air froid. La surface extérieure du verre refroidit instantanément et se contracte, formant une carapace solide, tandis que la partie intérieure refroidit plus lentement. Cela crée d'incroyables contraintes internes qui rendent le verre follement résistant. Si un tel verre vient à se briser, il se fragmente en des milliers de petits cubes inoffensifs, et non en éclats tranchants comme des poignards. Mais même le verre trempé n'est qu'une seule couche. Pour créer une véritable armure, on utilise le processus de laminage. On prend 2 ou plusieurs feuilles de verre et entre elles, on place un film fin et transparent de polybutyrate de vinyle. Ce sandwich est envoyé dans un four spécial, appelé un autoclave. À l'intérieur, on crée une haute température et une énorme pression. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, le film fond et colle à jamais les feuilles de verre en un bloc unique et monolithique. Si un tel verre se brise, il ne vole pas en éclats. Les fragments restent collés au film, comme des mouches sur un ruban adhésif. C'est ainsi que l'on fabrique les pare-brises de voitures. Et c'est aussi comme ça que l'on fait le verre pour les gratte-ciel. Pour les aquariums, ce sandwich peut être tout simplement incroyable. Par exemple, l'épaisseur du verre acrylique de l'aquarium de Dubaï atteint 75 cm. C'est presque 1 mètre d'épaisseur. Il est composé de nombreuses couches, collées les unes aux autres, et est capable de résister à la pression de 10 millions de litres d'eau. Enfin, sur le verre destiné au gratte-ciel, on applique un revêtement spécial. Dans une immense chambre à vide, on pulvérise sur la surface du verre de très fines couches de métaux, invisibles à l'œil nu, comme de l'argent ou du titane. Ce processus, appelé pulvérisation cathodique magnétron, crée un revêtement à faible émissivité, ou low EF. Il fonctionne comme un filtre intelligent en été, il réfléchit le rayonnement solaire infrarouge vers l'extérieur, empêchant la pièce de se réchauffer, et en hiver, au contraire, il réfléchit la chaleur des radiateurs vers l'intérieur de la pièce, l'empêchant de s'échapper. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de climatisation d'un gratte-ciel de 30 à 50%. Et ce n'est qu'après toutes ces opérations complexes, chaudes et précises, que le simple sable se transforme en une armure transparente de haute technologie, prête à devenir un mur invisible entre l'homme et les éléments. De l'usine sort un immense panneau de verre, parfaitement propre. Il est solide, mais en même temps incroyablement fragile, aux chocs ponctuels et aux vibrations. Comment le transporter intact sur des centaines de kilomètres? Pour cela, on utilise des camions spéciaux qui ressemblent à d'étranges squelettes métalliques. Ce sont ce qu'on appelle des inloaders ou pupitres. Au lieu d'une caisse ordinaire, ils ont au milieu un puits profond et sur les côtés, 2 cadres inclinés, semblables à des chevalets géants appelés des pyramides. Les feuilles de verre sont placées sur ces pyramides presque à la verticale, sous un léger angle. C'est fait pour que le poids soit réparti uniformément et pour minimiser les contraintes dues aux vibrations de la route. Chaque feuille est séparée de sa voisine par des intercalaires souples et l'ensemble du paquet est solidement maintenu par des dizaines de sangles et de pinces hydrauliques. Le chauffeur d'un tel camion est un véritable as. Il le conduit avec une fluidité incroyable, évitant les freinages et les virages brusques. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel,
là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication, c'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal, qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde, la continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent, mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage.
Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement. Et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement. Ces orifices s'appellent des filières et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre microfissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital.